rien, là. Il y a le téléphone, c'est pour ça. Non, ça va. On t'entend très Et bien. alors, Euh, oui, on vous entend. On a déjà perdu 1 heure. Il nous reste voilà. à peu près une autre heure, mais on va aller au Alors, plus, moi, on va parer moi, au moi, plus pressé. Oui, j'ai deux images. J'avais Dibakana Mankessi ou ou J.A. Dibaka? on a les deux. Les deux. Ah, mais lesquels les autres vont. Non, mais Mais vas-y, peu vas-y, importe. vas-y. Peu C'était peu importe là. importe. Là, c'est bon. Très bien, très bien. Là, c'est bon. Pas, peu importe. Vraiment OK? désolé. Désolé, désolé. Alors, avec la permission de la présidente, je suis Jean-Louis Péé, vice-président du FJA, en remplacement momentané de notre secrétaire général qui est en train de rentrer chez lui en provenance d'Abidjan avant qu'il ne prenne le relais. Je voulais, au nom donc du Forum des journalistes africains, souhaiter la bienvenue à chacun et chacune, dire un grand remerciement à Monsieur Dibakana Makessi. Mackenzie pour sa disponibilité. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors, c'est vrai qu'on avait eu des soucis techniques et on comprend. On ne veut pas non plus blâmer notre conférencier, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, on va faire avec ce qu'on a. On avait prévu 2 heures de conférence, il nous en reste une, alors on va essayer de combler ce temps avec cela. Alors, sans plus tarder, je voulais laisser la parole de bienvenue à la présidente, Madame Cheryl, et puis juste après, je vais introduire notre conférencier. Merci. Très bien, merci Jean-Louis. Alors, on va faire court. Je vais juste dire un mot. Alors déjà, bienvenue, effectivement, je réitère ce que vient de dire Jean-Louis. Donc, bienvenue à tous d'être à ce rendez-vous. C'est très important que vous soyez là. C'est pour nous, c'est pour nos enfants que nous organisons ce type de rendez-vous pour donner la parole à nos experts. Donc aujourd'hui, un fils du Congo-Brazzaville qui nous fait honneur et qui sera donc là pour nous exposer son livre sur la société, j'ai envie de dire, congolaise, mais quelque part aussi un peu ce qu'étaient à l'époque nos États fraîchement indépendants. Donc, c'est vraiment un honneur et un plaisir de te recevoir, Jean-Aimé. Et je profite donc pour saluer tout le monde et puis dire juste rapidement un mot sur le Forum des journalistes africains. Nous sommes une association de droit français. Nous travaillons, pardon? Non, non, non. Ah, d'accord. Donc, nous travaillons à la promotion de la culture africaine, de l'identité africaine. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que nous pensons que c'est par là que tout a commencé. Pour avilir le continent, les gens se sont attaqués à notre éducation pour façonner un état d'esprit de soumission. Et donc, là où nos aînés, nos pères ont commencé le combat de la restauration de cette identité, nous le reprenons là dans le but de faire une transmission de connaissances. Et ces connaissances-là, nous voulons que ça vienne de chez nous avec nos propres valeurs, avec nos propres mots. Et c'est pour cela que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui donc Jean-Aimé Dibakana pour nous entretenir pendant quelques heures, nous consacrer son après-midi. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. Merci à Jean-Aimé. Et la parole donc à notre modérateur d'aujourd'hui, le vice-président Jean-Louis Péé, parce que c'est le vice-président du Forum des journalistes africains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cheryl. Alors, sans plus tarder, alors le docteur Jean-Aimé Dibakana Makessi est écrivain.
Il est docteur en sociologie. Il est enseignant pardon, à l'Université Paris 5. Il est lauréat du Grand Prix Afrique 2023 et du prix Orange du livre en Afrique 2024. Pour aujourd'hui, le thème qu'il va aborder, c'est le psychanalyste de Brazzaville, donc l'un de ses ouvrages dont il va nous parler aujourd'hui. Alors, 2 petites secondes. Alors, le psychanalyste de Brazzaville est donc un roman historique et policier publié en 2023 par notre conférencier. Alors, le roman, il se déroule à Brazzaville dans les années 60, juste après l'indépendance du Congo. Alors, je ne vais pas en dire plus, le conférencier est là, l'auteur est là, et on lui laisse la parole. Alors, l'un de vos micros est fermé. Je ne sais plus lequel. Oui. Oui, je disais merci encore pour cette invitation. Je suis très honoré par celle-ci et c'est toujours un plaisir effectivement d'échanger avec vous sur ce type de questions. Et une fois encore, toutes mes excuses pour les difficultés, de connexion que nous avons eues au début. Donc voilà, je suis très heureux d'être là parmi vous et je suis prêt effectivement à échanger avec vous sur toutes ces questions. Donc effectivement, vous avez fait une présentation plutôt juste de ce qui me concerne. Peut-être juste ajouter que oui, effectivement, je suis enseignant, mais je suis aussi cadre de la fonction publique et mon travail principal, c'est aussi effectivement l'enseignement, voilà mes deux principales activités. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que on peut rentrer dans le vif du sujet et donc parler de cet ouvrage, Le psychanalyste de Brazzaville? Pourquoi le psychanalyste de Brazzaville? Oui. Et pourquoi un Alors, psychanalyste? oui. Donc, le psychanalyste de Brazzaville, en effet, c'est un ouvrage qui m'est venu d'une interrogation, parce que je pense que le rôle d'un auteur ou d'un écrivain, c'est aussi de combler les vides, de combler des vides, de trouver des réponses sur des questions qu'il se pose lui-même. Donc, en ce qui me concerne, c'est parti de là. Je me suis interrogé sur la naissance de nos États, des États africains. Et pour le dire rapidement, l'idée c'était de me demander d'où le mal est parti, en fait. Comment l'accouchement s'est-il mal passé pour qu'on en soit là aujourd'hui? Parce que bien évidemment, il me semble que lorsqu'on s'en tient aux rêves des pères fondateurs, si on peut les appeler ainsi, et qu'on voit la réalité aujourd'hui, le gap est tellement important que voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? D'où le mal est parti. Donc voilà un peu ce questionnement que j'ai eu. Et puis bon, comme je suis originaire du Congo-Brazzaville, il était plus facile pour moi de partir justement de mon pays d'origine, qui aussi, par rapport justement à l'histoire de l'Afrique, a une place particulière, on va en parler, a une place particulière par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire de la colonisation, de la décolonisation et tout ça, il y a une place particulière. Le Congo-Brazzaville a une place particulière. Donc je suis parti de là, eu égard également à l'histoire particulière, j'allais dire violente, l'histoire politique très violente du Congo-Brazzaville. Et voilà, donc je suis parti de là. Et pour être très clair, je suis parti d'un événement, mon interrogation est partie d'un événement qui est considéré
comme le premier, ou en tout cas les premiers assassinats politiques, selon les historiens. Ça s'est passé en 1965. Il y a eu l'assassinat du 3 août responsable, le procureur de la République, le tout premier procureur de la République africain, c'est-à-dire congolais, parce qu'avant c'était des Français, bien évidemment. Il y avait donc ce procureur de la République, le tout premier président de la Cour suprême, et puis le directeur de l'information. Donc deux hauts cadres qui avaient été enlevés, assassinés. Donc je suis parti en fait de cette interrogation-là. L'on m'interrogeait sur voilà, comment les choses se sont passées, pourquoi on est arrivé là. Et donc l'histoire de le psychanalyse au Brazzaville couvre en fait toutes les 10 premières années du Congo-Brazzaville, ou en tout cas de l'Afrique, c'est-à-dire de l'indépendance, parce que la plupart des pays africains, c'est le cas du Congo, c'était en 1960. Le Congo-Brazzaville, c'est août 1960. Et donc jusqu'en 1970, quoi, les 10 premières années. Donc le livre couvre toutes les 10 premières années. Donc voilà, le psychanalyste de Brazzaville, c'est un psychanalyste, le tout premier psychanalyste du Congo, qui est donc installé à Brazzaville et qui reçoit donc toute l'élite de Brazzaville. Quand je dis toute l'élite, c'est-à-dire c'est aussi bien les principaux hommes, enfin les principaux personnages, hein, qui sont à la une de l'actualité, parce que, et puis ça veut dire les hommes d'affaires, mais ça veut aussi dire des politiques, ça veut aussi dire des chefs d'entreprise, ainsi de suite. Donc, toutes les personnes qui comptent, en fait. Pourrait les appeler tous ces jeunes loups, quoi, qui arrivent, qui veulent remplacer le colon qui vient de partir et qui ont pour ambition de construire ce nouvel État africain dans cette période que Amadou Kourouma appelle les soleils de l'indépendance. Donc, voilà, ces hommes qui arrivent, ces hommes et femmes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Donc, je vais vous un peu mettre dans la tête de ces personnes. Mais il n'y a pas que ces hommes politiques-là, hein, mais il y a aussi le commun, des mortels, si on peut dire, hein, des citoyens lambda. Voilà, je pourrais rentrer un peu dans les détails avec les questions, mais voilà un peu présenter globalement le psychanalyse de Brazzaville. Voilà. Moi, En tout cas, l'origine. oui, j'ai une deuxième question avant que je ne trouve la parole aux autres, juste parce que je suis en train d'essayer d'introduire votre roman pour que les uns et les autres aient une idée assez claire jusque-là. Alors, vous êtes parti d'une histoire, il y a une toile de fond, vous êtes parti d'une histoire tumultueuse, donc comme vous l'avez dit, de la colonisation, donc c'est beaucoup plus politique. Alors, je me dis, un psychanalyste, c'est beaucoup plus problèmes mentaux, tout ça, mais comment ça se fait qu'un psychanalyste se trouve mêlé à la vie politique brassavilloise et puis même l'histoire des 10 premières années du Congo-Brazzaville, mais ça ressemble un peu à tous les autres États, même celui de la Côte d'Ivoire. Où il y a eu ces assassinats de ces premiers intellectuels avec des complots politiques et tout ça. Alors, comment ça se fait qu'un psychanalyste qui est supposé être un médecin de la tête se trouve mêlé à tout cet imbroglio politique de début enfin de l'après-indépendance du pays africain? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, ce n'est pas vraiment un roman qui concerne que les politiques, hein. Les politiques sont effectivement présents, mais c'est un roman social en fait, hein. Ça concerne vraiment la société, mais la société dans une période déterminée. Et comme on le dit, hein, couramment, si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous. C'est-à-dire que c'est la politique finalement qui est en surplomb. Et même si on ne fait pas de la politique en tant que telle, les différentes décisions politiques, les différents événements politiques influencent nos vies finalement. Et ce que je fais généralement dans mes romans, et ce que j'ai tenté de faire là dans ce roman-ci, c'est l'idée générale, c'est en fait de voir comment
la grande histoire influe sur les histoires individuelles, comment l'histoire nationale, universelle, comme on veut, influe sur les histoires, sur nos histoires individuelles. Dans le roman notamment, on va y revenir, mais dans l'histoire, dans le roman par exemple, euh, on va suivre l'histoire, en fait, on suit deux histoires parallèles. Il y a l'histoire donc du psychanalyste, qui, on le suit, cette histoire-là, parce qu'il tient un journal, hein, où il consigne tout ce qui se passe dans son cabinet, les personnes qu'il reçoit, comment les choses sont passées. Donc, on suit l'histoire du psychanalyste, et parallèlement, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est une jeune Brassavilloise, donc qui vit également le tumulte, justement, cette histoire tumultueuse et comment ça impacte sur sa vie quotidienne. Donc, c'est pas vraiment un roman qui concerne que le politique, mais c'est un roman qui concerne plutôt, j'allais dire, l'impact du politique sur nos vies individuelles. Maintenant, le rôle du psychanalyste. En fait, dans le processus narratif, il me fallait un personnage, ou en tout cas un lieu, où les personnes pouvaient venir libérer leur parole, libérer la parole. Ce personnage, en fait, existe dans nos coutumes africaines. Au Congo-Brazzaville, il s'appelle Nganga. Lorsque vous arrivez chez le Nganga, c'est le lieu, justement, où on libère la parole. D'ailleurs, quand vous allez voir le Nganga, la première question enfin, l'un des premiers éléments qu'il vous demande de faire, c'est de libérer la parole. Parler, qu'est-ce qui se passe, dites-nous, voilà. Et chacun, à chaque réunion de famille, par exemple, s'il regroupe la famille, il va chercher à ce que chacun libère son cœur, à ce que chacun libère sa parole. Mais là, vu que, bon, voilà, c'est aussi un État moderne, j'ai voulu mettre un personnage moderne, entre guillemets, jouant ce rôle-là. Et donc, j'ai pensé au psychanalyste qui permet effectivement la libération de la parole. Il me fallait vraiment, dans le procédure, dans le process narratif, ce lieu-là où les gens viennent pour vraiment se libérer, pour vraiment parler, pour vraiment libérer euh, la parole. Et donc, il me fallait cela qui permettait justement à toutes les personnes qui le fréquentent de venir. Et donc, justement, cette libération de parole leur permet de dire ce qu'ils ont sur le cœur, mais et permet au lecteur, en fait, de répondre à moi à la question que je me posais, comment nos États se sont construits, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des personnes qui décidaient à ce moment-là, les décisions à prendre, qu'est-ce qui influençait justement, par exemple, au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui a fait que 3 ans après l'indépendance, après qu'on ait élu un chef d'État, qu'on puisse le faire partir, alors qu'on était parti sur on va dire, sur un système libéral, on le fait partir pour mettre un système communiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes ces questions-là, il fallait que j'ai des décideurs qui viennent justement pour expliquer. Et donc, voilà un peu le rôle du psychanalyste, pour répondre clairement à votre question. Le rôle du psychanalyste, c'est justement la libération de la parole. Permettre la libération de la parole, c'est un peu, si on peut dire, celui qui permet justement de suivre, ou en tout cas de comprendre pourquoi les décisions sont prises de cette façon-ci et comment, et ainsi de suite, quoi. Mais je précise encore une fois, on y reviendra certainement, que tout ne se passe pas qu'autour du psychanalyste dans l'histoire, hein. Bien évidemment, le toile de fond, c'est le psychanalyste, mais il y a plein d'autres histoires tout autour où on suit également ce qui se passe dans la vie sociale, il y a des histoires d'amour, des histoires de trahison, des histoires de complot, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, c'est ça, justement. Moi, c'est un peu ça ma dernière préoccupation, hein, avant que je laisse la parole. C'est ce mélange, justement, de genres, là. Ce mélange entre livres, entre romans historiques, entre polar, fresques sociales, réflexion psychanalytique, pardon. Alors, c'est tout ce mélange-là, quelquefois, dans la lecture, ça nous parce qu'il n'y a pas une narration assez, on va dire, linéaire qui nous fait suivre un fil conducteur, mais il y a tout un mélange. Alors finalement,
parfois, on se demande même si nous-mêmes, on n'est pas en train d'être psychanalysés à la lecture de ce roman. Alors, est-ce que c'était quelque chose de voulu? Est-ce que c'était fait exprès? Et puis, c'était quoi finalement le but de tout cela? Oui, en réalité, on se perd pas, hein. Ça, ça, je pense que tous les lecteurs se retrouvent. On se perd pas. Effectivement, c'est construit, hein, c'est construit. On y reviendra peut-être. Mais autant les sujets sont divers, pardon. Autant les sujets sont divers, autant les thèmes sont divers. Mais autant il y a un fil conducteur, c'est-à-dire que le lecteur n'est pas perdu. Il y a vraiment une suite, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a plusieurs événements comme ça, plusieurs éléments qui ont. Mais dans un fil, il y a vraiment un fil conducteur et le lecteur ne se perd pas, quoi. Le lecteur ne se perd pas. Moi, je pense que ce que j'ai tenté de faire et que je tente de faire quand je fais de la fiction, c'est de ne pas rester dans un, car qu'on n'est pas le mot, mais je vais dire dans une seule thématique. Parce que finalement, la vie, notre vie, elle est plurielle. On est plusieurs personnes à la fois. On est père, on est frère, on est chef de famille, on a des fonctions et tout ça. Et puis, on est en même temps également influencé par plusieurs choses à la fois. Alors, et donc, ce que je tente de faire, c'est vraiment de ne pas cloîtrer les personnages dans un seul cadre, mais vraiment de mettre tous les cadres ensemble, parce que finalement, voilà, on est aussi concerné par nos vies ne sont pas concernées que dans un voilà, c'est pas seulement par exemple c'est pas seulement l'enseignant. L'enseignant est aussi le chef de famille, peut aussi être l'amoureux, peut aussi être celui qui est en conflit avec une autre personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut aussi être le voisin, peut aussi être. Donc, c'est tout ça, en fait, que je tente de ramener. Par exemple, dans le Non. roman, la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Oui, Masolo, qui est aussi Masolo, l'un oui. des personnages, Mhm. oui, qui est aussi l'un des personnages centraux du film, c'est on suit, par exemple, cette jeune fille-là, on voit bien c'est elle, Masolo, mais qui appartient à une famille, qui a eu un père, qui a une mère, et ce père et cette mère-là, ben, il s'avère que ils sont proches du pouvoir en place, c'est des amis du président, et que lorsque le président tombe, ben, la famille tombe avec, parce que c'est la chasse aux sorcières, comme ça se passe souvent. Mais en même temps, cette même jeune fille, ben, elle a un amoureux. Et cet amoureux, ben, que les parents regardent avec étonnement et même avec crainte, parce que je dis, mais attends, tu vois, nous, notre niveau de vie, et ce monsieur-là, il sort d'où? Il habite dans un quartier, voilà, il est d'une famille très modeste, comment ça se fait? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, parce que finalement, nos vies, c'est ça. C'est plusieurs nous à la fois. Donc, c'est ça que j'ai tenté de faire. Mais je ne pense pas que le lecteur se perd, hein, en lisant ci, parce qu'il y a vraiment un film conducteur, quoi. Non, non, c'était une façon de le dire. OK, alors j'ouvre la parole donc aux autres confrères et consoeurs qui sont là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole Oui. maintenant. Allô, Oui, Jean-Louis, est-ce que OK. tu m'entends? Vous m'entendez? Ben, c'est bien, bonne arrivée, prends le relais alors. Merci. Merci. Bonjour, bonjour à tous et puis bonjour aussi à mon très cher Jean-Aimé Dibakana. Voilà, je suis très content Bonjour, Zachary, bonjour. voilà, je suis content de te voir, de te savoir un peu notre invité voilà, aujourd'hui. Alors, très rapidement, moi, c'est vrai que je connais un petit peu l'écrivain. J'ai eu la chance de chroniquer son premier recueil de nouvelles, Atipo, mon mari. Hein, je me rappelle très bien, c'était il y a quelques années de cela. Et ce qui me fascine un petit peu, hein, c'est cette façon qu'a l'écrivain de se mettre un peu dans la peau des personnes qui racontent. Je sais que le recueil de nouvelles, hein, Atipo, mon mari, tu t'étais mis de façon très agréable dans la peau de cette femme
qui était un petit peu victime un peu de son mari avec le jeu en remplacement de la femme. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et donc, j'ai lu ton roman. Alors, je l'ai lu ce matin, parce que je reviens d'Abidjan. Je l'ai lu ce matin, parce que je tenais absolument à le lire et puis pouvoir comprendre un petit peu. Parce que, bon, voilà, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès et je n'ai pas eu l'occasion de le lire, malheureusement. Tu m'en excuseras, mais voilà, je l'ai lu ce matin. Et alors, la première question qui m'est venue, c'est que déjà, on est dans les années 60, année indépendance. J'imagine que tu n'étais pas encore né. Hein, voilà, ça c'est. Bon, j'imagine après, tu me diras si c'est. Voilà. Comment déjà tu as pu te mettre dans la peau de ce psychanalyste-là pour pouvoir raconter cette histoire du Congo post-colonial? D'autant plus que ce qui m'a intrigué, c'est que la figure du psychanalyste, que ce soit dans le monde occidental ou autre, le psychanalyste, généralement, ne va pas voir un psychanalyste qui veut, mais qui peut. Voilà. Donc ici également, voilà, c'est pareil. Et tu expliques, et c'est une question assumée hein, dans ton livre également, c'est le Gotha, hein, c'est des personnes assez aisées hein, qui vont voir le docteur Kaya, hein, qui n'est pas psychanalyste d'origine, qui est médecin généraliste, mais qui se forme à la psychanalyste ensuite. Hein. Donc, tu expliques et tu assumes justement que c'est le Gotha de la société congolaise qui va voir voilà, le docteur Kaya pour raconter un petit peu, voilà, pour faire ressortir un peu tout ce qui vient du subconscient, de l'inconscient et tout cela. Bon, la question que je veux te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu penses que le drame ou même les conflits qu'ont subis les Congolais concernent uniquement cette partie de la population? C'est un choix délibéré d'avoir donné la parole à des personnes aisées, hein, à cette intelligentsia congolaise, ou voilà, enfin, juste comprendre un petit peu ça. Et puis, peut-être d'autres questions viendront, mais c'est surtout ce cheminement-là. Cette construction Oui. littéraire où tu as voulu donner la parole voilà, à cette population congolaise, ma foi, assez aisée, hein, parce que, bon, voilà, quand on sait qu'effectivement, toutes les meurtrissures subies par les Congolais ne concernaient pas forcément que cette partie de la population-là. Voilà. Donc, ma question est un petit peu ça, elle est un peu floue, mais elle touche un petit peu. Oui. Voilà, c'est ça, mon cher Jean-Aimé. Voilà. Oui, merci, mon cher Zachary. Non, mais ta question n'est pas floue, elle est très claire. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, et c'est la réalité, qu'on soit aux États-Unis, au Japon, en France, en Angleterre, ne va pas voir un psychanalyste qui veut. Les psychanalystes coûtent très cher. Donc, déjà, deux choses. Quand on veut aller voir un psychanalyste, il y a au moins deux conditions qu'il faut remplir. Il faut être cultivé, hein, il faut être cultivé parce qu'il faut déjà savoir que la psychanalyse existe, que ça peut régler mon problème. Deux, et la deuxième question, c'est surtout la question des finances. Il faut avoir les moyens pour payer parce qu'il coûte très cher. Donc, effectivement, même ici en France, même dans tous les pays que je viens d'évoquer, dans tous les pays du monde, c'est le Gotha qui va voir le psychanalyste. Hein. C'est ceux qui ont l'argent, c'est l'élite qui va voir le psychanalyste. Et donc, c'est à dessein, en effet, que j'ai souhaité, que j'ai voulu que ce soit le psychanalyste qui puisse recueillir ces informations, c'est pas pour écarter, on va dire, le citoyen lambda, mais c'est tout simplement parce que je voulais voir ce qui se faisait au niveau de l'élite, justement, parce que c'était eux qui conduisaient les affaires du pays, c'est eux qui construisaient le nouvel État. Et parce que ce qui m'intéressait, mon questionnement, c'était de savoir justement d'où on est parti pour qu'on en arrive là aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui animait justement ces élites-là à cette époque-là pour qu'ils aient pris ces directions qu'ils ont prises, quelles étaient leurs ambitions, où est-ce qu'ils voulaient aller en fait. Et qu'est-ce qui les animait déjà eux dans leur propre vie, qu'est-ce qu'ils vivaient qui pouvait influencer telle décision et telle autre et tout ça. Et ça, personnellement, parce que c'était aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'entrée, c'est que en écrivant, je pense que pour tout écrivain, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on veut répondre à des questions qu'on se pose soi-même. Moi, je voulais savoir toutes les questions que je viens de poser là. Et je pense que personnellement, en tout cas, j'ai eu quelques réponses. En tout cas, je me suis construit quelques réponses, comme ça, avec la fiction. Donc, la réponse claire à ta question, cher Zachary, c'est que je voulus choisir où l'élite pouvait libérer cette parole-là. Parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas la parole du citoyen lambda, même si elle y est aussi dans le roman, ça je rassure le lecteur qu'on y rencontre aussi les citoyens lambda. Mais ce qui m'intéressait en faisant jouer
ce rôle important au psychanalyste, c'est vraiment voilà, la parole de l'élite. Voilà. Donc, c'était un choix délibéré, en effet. Effectivement, non, non, mais c'est assez clair, hein. Et après, s'il y a une autre question que je souhaiterais te poser, c'est comment tu arrives justement à te mettre, parce que c'est pas toujours évident, même dans ton premier recueil de nouvelles, tu avais pu, en tout cas, te mettre dans la peau de cette femme avec le fameux jeu narratif, hein, qu'elle avait construit. Et cette fois-ci, c'est à travers le docteur Kaya, justement, que tu arrives. Comment tu t'inspires, parce que je sais que tu es de formation sociologue, hein, voilà. Comment tu arrives justement à te mettre dans cette peau-là et à construire ton personnage, justement. Parce que je sais que ça n'a pas été évident, surtout de construire un personnage, un psychanalyste dans les années 60 qui n'existe clairement pas en Afrique, hein. On ne connaît pas, d'ailleurs, tu expliques, hein, dans le livre qu'il y avait comme des regards assez méfiants vis-à-vis du psychanalyste, parce que, bon, c'est qui ce personnage, c'est Dr Kaya qui vient et qui psychanalyse comme ça notre population. Enfin, il y avait une forme de méfiance. Comment tu es arrivé justement à créer ce personnage-là? Moi, c'est ce qui m'intéresse, hein. Comment tu es Oui, arrivé à créer ce oui. personnage-là, justement? Oui, oui, oui. Alors, d'abord, je n'ai pas répondu à une de tes premières interrogations, c'est-à-dire tu disais, mais comment, je sais que tu n'étais pas né. Oui, je te rassure, je n'étais pas né encore. Bon, bah voilà, Alors, je les suis rassuré, on indépendants, peut dire ça. OK. j'étais pas né, donc quand tout cela se passe, maintenant je suis né quand même avant les 1970, hein, mais en tout cas, au moment des indépendances, je suis pas né jusqu'aux assassinats, je suis pas encore né en 65, je suis pas encore né. Euh, mais bien évidemment, il y a un travail d'information important, hein, de documentation important que j'ai mené pour comprendre ce qui se passait pendant cette période. Et vraiment, c'est un travail très fouillé, très fouillé. Je suis allé jusqu'à rechercher comment les gens s'habillaient, comment les femmes se tressaient, quelle était la musique qui était en vogue à cette période-là. Et d'ailleurs, je ramène, comme je fais d'habitude, hein, toujours quelques textes de rumba congolaise dans mes textes de fiction. Donc là également, on retrouve quelques textes de cette musique-là qui était écoutée par nos pères à cette période-là. Comment nos mamans s'habillaient, quel type de tresse ils se faisaient. Donc vraiment, je me suis documenté, beaucoup documenté. Pareil pour le psychanalyste, hein. Je l'ai construit, bien évidemment, en tenant compte de nos réalités africaines, de la réalité congolaise, mais bien évidemment en prenant les mêmes fondements de ce qu'est un psychanalyste, quoi. Un psychanalyste, voilà, et comment se passe une séance de psychanalyse, et qu'est-ce que ça cherche et tout. Donc tout ça, je me suis documenté pour justement avoir certaines informations, pour avoir les informations qui m'ont permis de construire ce personnage-là. Alors maintenant, pour le reste, bon, c'est un travail d'artiste, hein, comme tu le sais, mon cher Zachary, c'est un travail d'artiste, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau et puis ben, on essaie de faire comme nous faisons tout le temps, quoi. On se met dans un personnage qu'on crée, qu'on invente de toutes pièces, mais sans le sortir du cadre. Parce que je pense que ce roman, justement, bon, franchement, moi, je suis très étonné. Enfin, j'ai été agréablement surpris, bien évidemment, par l'écho de ce roman. Mais en l'écrivant, je n'imaginais pas qu'il y aurait cet écho. Parce que finalement, c'est une histoire très africaine, très locale que je raconte dans ce roman. Bien qu'il y a plusieurs ouvertures sur le monde, sur l'Afrique, mais c'est un roman très local, Brazzaville. C'est un roman très africain. Mais bon, comme tu le vois, bah, ça parle à des personnes qui ne sont ni congolais, ni qui ne sont pas forcément congolais, qui ne sont pas forcément africains. Ça parle à tout le monde, en fait. Donc, ça veut dire que Paris réussit, quoi, quand même, enfin, je pense. Donc voilà, non, mais la création, en tout cas la construction du personnage, c'est un travail d'artiste comme on le fait d'habitude, quoi. Voilà. Mais ça m'a demandé beaucoup de documentation, oui. C'est cela. Non, effectivement, c'est un roman qui a eu un écho. Et bon, après, c'est un écho qui est justifié, hein, parce que, voilà, je pense qu'on peut parler local et puis avoir cet écho universel, hein. Et c'est ce que, tu as, ma foi, réussi à faire. Après, troisième question, et après, Jean-Louis, je m'arrêterai là. Euh,
parce que je sais que tu as été lauréat, hein, tu as été le 6e lauréat, si ma mémoire est bonne, du prix Orange du livre avec le psychanalyste de Brazzaville. Et après, il y a eu d'autres prix, hein, Grand Prix d'Afrique et tout le reste. Hein. Enfin, voilà, il y a eu un écho, hein, je sais que par le vieux Okunji également, avec qui on a échangé sur ça, avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Après, ma dernière question, c'est quand on a tous ces prix-là, comment est-ce qu'on entreprend l'avenir? Est-ce qu'on se dit un peu, bon, voilà, on est la rockstar et on se met une forme de pression, on se dit, le prochain ouvrage devra être celui de, voilà, la grande célébrité encore, ou bien on se dit, bon, voilà, c'est arrivé, je continue mon petit chemin. Voilà, qu'est-ce qu'on se dit là à ce niveau concrètement? Non, mais tu sais, non, la première chose qu'on se dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est la surprise, on est étonné, mais agréablement, on est étonné, et puis quelque part, on se dit, bon, ça veut dire que le message est passé. Oui. Et puis, bon, bien évidemment, une fierté, hein, un peu de fausse modestie inutile. Bien évidemment, une fierté de voir que le travail est reconnu, hein, une forme de reconnaissance. Finalement, tout ça, ça comme mot, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une reconnaissance que le travail qu'on a fourni intéresse. Donc, voilà, c'est. Mais sinon, pour le reste, moi, je pense que c'est plutôt, comment dire, je suis conscient également que bon, je suis attendu au tournant, c'est-à-dire que oui, tu as remporté les prix, ok, d'accord. Maintenant, on attend le prochain. Et ça, d'ailleurs, beaucoup n'hésitent pas de me le dire. Que bon, on attend de te faire Effectivement, c'est cela. Ben, c'est ça, c'est un le peu comme les prochain. artistes chanteurs, hein. Donc, Attends le prochain album, hein, c'est toujours ça. Donc, ça met une pression supplémentaire. Ça, c'est indéniable parce que, bon, voilà, on est humain. Donc, effectivement, ça met une pression supplémentaire. On sait qu'on n'a plus le droit, entre guillemets, à l'erreur, même si, bon, voilà, c'est un travail d'artiste. Hein, donc, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un peu plus de responsabilité. C'est beaucoup plus ça. Mais surtout pas que bon, maintenant je peux dormir sur mes lauriers. Non, pas du tout. C'est beaucoup et pas la rockstar. Ah, non, 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 non. On peut pas être un rockstar devant le grand Okundi quand même. C'est pas possible parce que Ouais. voilà. Non, non, non. Euh, Parce que non, il était très, très content hein, quand on parlait de ton œuvre. Voilà, oui, on avait beaucoup oui, apprécié. Donc, dans oui, ce oui, sens. oui. Non, 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 mais non, non, on a ici toujours grand respect pour les aînés, bien évidemment, et pour tous ceux qui ont eu ces prix-là avant nous, parce que je suis ni le premier ni le dernier. Il y en a qui ont eu ces prix, il y en a qui, voilà. Non, l'idée, c'est plutôt de travailler un peu plus et j'allais dire même pour mériter vraiment ces prix-là. L'important dans cette histoire, c'est que on peut dire que le premier prix, ils se sont trompés, c'est une erreur. On ne va pas le dire pour le deuxième prix. Donc, ça veut dire que c'est quand même bien, quoi, le truc. Bon, ça, on peut être un peu fier quand même de le dire. Mais je pense que c'est plutôt la responsabilité derrière, finalement, de se dire, bon, là, ok, d'accord, j'ai été reconnu. Maintenant, il faut que je confirme, en fait. Et ça met une pression supplémentaire. Mais bon, pas plus que ça. Hein. On continue à travailler comme d'habitude. Et puis, voilà. Très bien, parfait. Bon, bah, moi, j'en ai fini avec les questions. Donc, s'il y a d'autres. Bon, Jean-Luc, je te repasse la parole s'il y a d'autres questions sur le sujet. Hein, voilà. J'ai eu un petit peu toutes les réponses que je me posais. Et puis, voilà. En tout cas, bravo encore une fois, Jean-Aimé. Et puis, voilà. Merci bien, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Cheryl? Alors, j'ai des questions, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, je leur laisse volontiers. Je ne vois pas de Euh, main levée, il alors. y a- Sinon, effectivement, j'ai des questions. J'ai la parole donc? Oui, D'accord, très bien. Bon, on le voit, hein, donc ce livre, c'est donc une espèce d'exégèse hein, de la période post-coloniale. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi on fait un livre en 2023 pour parler de cette période-là. Est-ce qu'il y avait une volonté d'attirer l'attention sur quelque chose en particulier? Ça, c'est ma première Oui, question. moi je pense que euh, finalement, j'ai l'impression, après c'est une impression personnelle, c'est pas forcément partagé, que les problèmes d'hier sont les mêmes que rencontre l'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours ce mal à décoller, on a toujours ce mal à avancer.
Euh, et donc, j'ai vraiment l'impression, et donc, du coup, les problèmes d'hier ou les difficultés d'hier peuvent permettre d'éclairer les difficultés d'aujourd'hui. Même s'il n'y avait pas de difficultés, comme on dit que souvent le passé permet d'éclairer l'avenir, faire un retour sur ce passé me semble pas forcément inintéressant, parce que ça permet au moins de voir d'où on vient. Mais cela est d'autant plus vrai dans le cas de l'Afrique, à mon sens, parce que on n'est pas sorti de l'auberge, si on peut dire, parce que, comme je le disais au départ, les rêves des pères fondateurs, si on peut les appeler comme ça, je ne pense pas qu'ils aient été réalisés. Je pense qu'on en est très loin. Voilà, enfin, voilà un peu quoi. Est-ce qu'il y a des pistes, selon vous, pour justement euh, essayer de changer cette période-là qui se répète apparemment, hein. Donc, si vous avez fait si on devait faire un parallèle, il y a quand même une certaine continuité. Est-ce qu'il y a est-ce que l'écrivain, est-ce que l'homme, l'intellectuel a des pistes à proposer à la jeunesse, par exemple, qui nous regarde aujourd'hui pour agir différemment? Est-ce qu'on est aujourd'hui, dans l'Afrique d'aujourd'hui, on a des possibilités à explorer pour comment dire, se départir de ce destin fatal, si je puis dire ainsi. Oui, oui. Bon, je ne suis qu'artiste, hein, je ne suis pas, je ne suis pas un spécialiste de géostratégie ou de stratégie, mais en tout cas, dans mon regard d'artiste, moi, l'impression que j'ai, c'est que euh, je pense que le grand mot, ce serait, pour moi, le mot central serait la responsabilité. Je pense qu'il est important que les Africains puissent vraiment se responsabiliser. C'est-à-dire que euh, vraiment prendre en compte que euh, leur bonheur ne viendrait que d'eux. C'est à eux de travailler pour atteindre ce bonheur-là, pour atteindre le développement, si on peut dire, mais pour atteindre ce bonheur-là. Le bonheur de l'Afrique, le bien de l'Afrique ne viendra que des Africains. Ça, il faut vraiment qu'on en soit conscient. Ça ne viendra jamais de l'extérieur. Donc, c'est une prise de conscience que, voilà, c'est à nous de construire l'Afrique, quoi. C'est à nous de construire l'Afrique, c'est à nous de construire nos pays. Et donc, à chacun à sa place. Chacun à sa place en faisant ce qu'il y a à faire. Quand on est quelque part, ça veut dire qu'on a une mission, quel que soit l'endroit où on se trouve. Quand on est prof, je commence par ça, oui, je suis prof. Quand on est prof, on est vraiment prof, quoi. On n'est pas prof pour vendre les notes aux étudiants, pour donner des notes de façon je ne sais comment. Non, on est enseignant et on a une mission, c'est transmettre le savoir, parce qu'on sait que si le savoir est bien transmis et bien reçu par les élèves, eh bien, c'est ça qui va permettre que ça puisse briller demain, qu'ils puissent le rendre au quintuple demain à l'Afrique, à leur pays. Et si aujourd'hui je suis enseignant et que je vais, ce qui m'intéresse, c'est que je sais pas, enfin, tout le monde sait ce qui se passe quasiment dans toutes les universités africaines, enfin, dans certaines universités africaines, voilà. Et quand on est médecin, pareil, et quand on est infirmier, quand on est ingénieur, on doit vraiment faire des routes qui vont tenir des années, quoi. Parce que si on vous donne des milliards et que vous êtes là pour construire des routes qui vont faire 2 jours pour après être dans un état, c'est une responsabilité qu'on prend. Mais on le prend pour soi, bien évidemment, mais il faut penser aux conséquences derrière. Ça veut dire que à chaque fois, l'idée, c'est que à chaque fois que je mets 10 francs CFA ou 10 euros qui devraient servir à acheter, je sais pas moi, des médicaments à un hôpital, dans un hôpital ou des craies pour des élèves ou des livres pour des élèves, ben, c'est le pays que je retarde, quoi. Enfin bref, donc en fait, la question, pour moi, c'est la question de la responsabilité. Il faut vraiment que les Africains se rendent compte que le bonheur de l'Afrique ne dépend que d'eux et de personne d'autre. C'est pas l'extérieur qui va nous développer, c'est faux, complètement faux. J'ai eu les femmes.
complètement fou. Donc, voilà. Voilà un peu. Parce que sinon, on peut rester des heures et des heures là-dessus. Mais voilà, l'idée générale pour moi, c'est vraiment la question de la responsabilité, quoi, de chacun d'entre nous. Très bien. Je te remercie. Ma dernière question, c'est le Ngaga que je viens d'apprendre. Est-ce que ce sont des gens qui existent encore aujourd'hui dans la société congolaise? Et Oui, oui. quelle est la place effectivement que non pas la société, mais j'ai envie de dire la direction, c'est-à-dire les dirigeants. Est-ce que c'est quelqu'un qui a du poids, par exemple, sur le plan national dans les décisions qui sont prises, ou bien c'est un vieux monsieur perdu quelque part que ceux qui veulent bien vont voir finalement? Je Hmm. suis assez curieuse. Oui, le Nganga, c'est un personnage, j'allais dire, bon, on va pas dire central, mais important D'accord. dans les sociétés africaines, notamment en Afrique centrale, que je connais mieux, et surtout au Congo-Brazzaville, que je connais encore mieux. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est consulté lorsque quelque chose ne va pas, lorsque quelque chose ne va pas. Bon, il est souvent en guerre. Avec ce qu'on pourrait appeler les religieux, hein, notamment aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, avec ce qu'on appelle les églises de réveil, qui le considèrent comme le représentant même de Satan, quoi, sur Terre. Mais le Nganga, c'est un personnage africain, très africain. Autant on peut dire que le prêtre, l'évangéliste et consorts, c'est des personnages de culture importée. Mais le Nganga est vraiment, c'est vraiment la culture africaine, c'est vraiment, en tout cas au moins en Afrique centrale. Sa place aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est discutée par ceux qui le considèrent comme une sorte de rival. Par exemple, ben, il y a, comme je le disais tout à l'heure, tous ceux qui défendent, qui pensent que c'est la Bible qui détermine tout, hein, ou alors le Coran, ou alors, enfin bref. Donc, mais dans la réalité, le Nganga est toujours consulté, en tout cas en dernier recours. En dernier recours, ou en tout cas parmi les derniers recours. Euh, Maintenant, il est consulté par qui? Par tout le monde. Par tout le Donc, monde. tu lui as donné à Ce manger. qu'on entend dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on entend dire, c'est que chaque euh, homme ou personnage important, que je sois chef d'entreprise, que ce soit acteur politique, ainsi de suite, et ils ont toujours leur Nganga qu'ils consultent lorsqu'ils sont en difficulté ou lorsqu'ils veulent prendre une décision importante. Donc, non, c'est toujours un personnage qui est là, qui est toujours importante, qui est toujours important, pardon, mais qui n'a peut-être plus la même place centrale qu'il avait de par le passé. Très bien, j'en ai fini pour le moment. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? On a encore une dizaine de minutes. Je ne Oui, vois. Oui, OK. Oui, vas-y. oui, ben écoute, moi, je sais peut-être pas des questions que je vais poser encore, plutôt exprimer mon sentiment de fierté, car il faut le dire, Jean-Aimé, c'est un neveu, hein, c'est un neveu. Et si les questions, en tout cas les questions, je crois que toutes les questions étaient posées. J'aurais voulu poser ces questions pour que vous puissiez comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Mais apparemment, en tout cas, Jean-Louis, Zach et vous vient de faire la présidente Cheryl, tout est posé. Et c'est donc pour moi vraiment un sentiment de fierté de voir Jean-Aimé aujourd'hui avec ce roman où il y a un peu de flou, comme a dit Jean-Louis, mais bon, finalement, il est assez bien élucidé. Et juste ajouter quelque chose sur le personnage central, ce qu'est le Nganga. Comme vient de dire, il vient de le dire d'ailleurs, le Nganga, en fait, c'est même au-delà du docteur Kaya. Hein. Parce que lui, ce n'est pas le simple médecin, c'est l'intellectuel, c'est le médecin aussi bien traitant que généraliste,
c'est le conciliateur, c'est vraiment tout. Et la rivalité, effectivement, avec, disons, les chrétiens, je dirais plutôt avec les chrétiens, c'est qu'effectivement, lui, bien que croyant en Dieu, mais c'est pas pareil comme la Bible. En fait, pour lui, comme il dit, la Bible, c'est le christianisme, c'est une religion importante, en fait. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus l'Afrique. C'est ce qui s'est passé. Et donc, il a aussi ce rôle, le mystique, en fait, aussi. C'est ce rôle mythique qu'il a en lui, c'est ce pouvoir-là. Ce qui fait que, bon, ben, il est vraiment au-delà de tout, comme il l'a dit. C'est un tout. Et ce qui fait qu'il y a même souvent une confusion entre le nganga et le féticheur. Ça peut être la confusion parce que, bon, il fait tout. Donc, et aussi, la question de Zach concernant effectivement la période des années 60. Franchement, j'étais très ravi de savoir que il a vraiment fouillé. Hein. Ça, c'est vraiment chapeau, j'ai aimé. C'est vraiment du travail de recherche parce que il faut dire que, surtout en ce qui concerne les crimes, c'est un sujet, je ne dirais peut-être pas tabou, mais euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même les plus récents n'ont jamais été élucidés. Terrible, là, non, jamais été élucidés. Bon, ce qui fait que, bon, Chéri, il ne peut pas apporter la solution là-dessus. Parce que même après avoir crié plus jamais ça, aujourd'hui, on voit que non. Au lendemain d'avoir crié plus jamais ça, c'est devenu pire que ce qui se faisait avant. Alors, c'est un peu difficile. Voilà pourquoi, quoi. En fait, à mon avis, c'est tout ce que je peux dire, franchement. Chapeau, j'ai aimé. Et vraiment, Oui. Merci. Oui, allez-y, oui. Allez-y, monsieur Oui. Dibac. Oui. Alors, juste pour poursuivre ce qui vient d'être dit par mon cher oncle, effectivement, le Nganga, c'est ça. Mais là, par rapport à l'histoire tumultueuse du Congo-Brazzaville, ces trois assassinats politiques, donc les tout premiers assassinats politiques, hein, en 1965, malheureusement, ne se sont pas arrêtés là. Donc, ces trois personnes-là, parmi lesquelles une, on n'a jamais retrouvé le corps, hein, le corps du procureur de la République Poabou n'a jamais été retrouvé jusqu'à ce jour. Mais ce n'est pas les seuls, malheureusement. Ensuite, il y a eu l'assassinat d'un chef d'État en exercice, Marien Ngouabi, qui est d'ailleurs un des patients du docteur Kaya dans le roman. On va voir comment, justement, il arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a animé en ce moment-là? Je me suis mis dans sa tête, en tout cas, sur le divan du docteur Kaya. Il explique pourquoi il veut prendre, comment il arrive au pouvoir et pourquoi il veut changer les choses. Parce que lui-même, effectivement, c'est aussi, entre guillemets, une victime. Voilà un personnage qui, et ils sont nombreux comme ça, hein, parmi les chefs d'État africains. Voilà une personne qui a été soldat français, qui était dans les bataillons qui réprimaient les maquis d'Oumniobé au Cameroun, et qui finalement, à l'indépendance du Congo, se lance, entre guillemets, dans la politique, en tout cas devient quelqu'un d'important, un officier important, mais qui, dit-il au docteur Kaya, ne dort plus parce que il a des remords. Parce qu'il a reprimé, lui qui se dit progressiste, mais le voilà qui se souvient qu'il a reprimé des frères africains qui voulaient leur indépendance. Et donc, le gars, il fait des insomnies. Voilà la raison pour laquelle il va voir le docteur Kaya. Et puis après, de fil en aiguille, finalement, il arrive au pouvoir, justement, dans les années 70, un peu avant les années 70. Et donc, il y a eu donc, ce président-là, Marien Ngouabi, qui va être assassiné dans des conditions non élucidées jusqu'à ce jour. Mais il y a celui qui le renverse, Massamba Deba, qui est assassiné juste après l'assassinat de Marien Ngouabi lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, le corps n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à aujourd'hui, le corps n'a jamais été retrouvé. Donc, c'est vraiment une société, en fait, qui est en quête et qui est en tension parce qu'il y a tellement de questions qui sont restées sans réponse jusqu'à ce jour. Donc, ça crée une sorte de tension comme ça qui surplombe la société et qu'il suffit d'une étincelle. Moi, quand je vais au Congo, souvent, je le dis d'ailleurs, là, j'y repars très, très bientôt. Et
on sent qu'il y a une tension diffuse. C'est-à-dire qu'il suffit d'une étincelle pour que tout explose. Et C'est tout je chose. l'ai senti à Kinshasa, je l'ai senti à Brazzaville. Dans beaucoup de villes africaines, on a cette tension-là. Alors peut-être dire quand même quelques mots, parce que je pense que c'est important pour le livre. Et j'ai commencé par dire au départ que Brazzaville et le Congo tiennent une place importante dans l'histoire de l'Afrique. Pourquoi? Commençons par Brazzaville et le Congo, de toute façon, ça va ensemble. Euh, on oublie souvent que durant toute la période de la colonisation, Brazzaville a une place particulière sur 3 points. Premier point, Brazzaville, c'est la capitale de l'Afrique équatoriale française. Son pendant en Afrique de l'Ouest, c'est Dakar. Pendant que donc Dakar est la capitale de l'Afrique occidentale française, Brazzaville est la capitale de l'Afrique équatoriale française, donc qui regroupe l'actuel Gabon, Tchad, Centrafrique et Congo-Brazzaville. Le Cameroun avait un statut un peu particulier. Donc voilà 4 pays sur tout ce territoire-là. Donc Brazzaville, c'est la capitale. C'est pour cela que déjà à cette époque-là, c'est à Brazzaville que sont construits les principales structures, que ce soit sur l'enseignement. Le plus grand lycée de l'Afrique équatoriale française, c'est le lycée Savournien de Brazza, il est à Brazzaville. Le plus grand hôpital de l'Afrique équatoriale française, c'est l'hôpital général qui deviendra CHU aujourd'hui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Brazzaville, c'est la capitale. Donc, premier point. Deuxième point, Brazzaville va devenir ce que le général de Gaulle va appeler la capitale de la France libre. C'est-à-dire que lorsque le général de Gaulle se rebelle contre son patron, le maréchal Pétain, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont, on l'oublie souvent. Le général de Gaulle est ministre du maréchal Pétain. Et lorsque lorsque le maréchal Pétain signe l'armistice, pardon, le général de Gaulle dit non, 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 pas question. Nous, on ne va pas permettre aux Allemands de prendre la France. Donc, il se réfugie, il s'exile à Londres, et de Londres, il arrive à Brazzaville. Il dit, bon, voilà, Brazzaville est occupé par les nazis, ok, désormais, pardon, Paris est occupé par les nazis, donc désormais, à partir de maintenant, la capitale de la France, ça sera Brazzaville. Donc Brazzaville, c'est la France, la capitale de la France libre. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que c'est à partir de Brazzaville que va se reconstruire ce qu'on appelle l'État français n'existe plus. C'est à partir de Brazzaville que le général de Gaulle réorganise un peu toute la France, toute la politique française. C'est là où il nomme son premier gouvernement, c'est là où il nomme, ainsi de suite, où il rallie les premiers ralliements. D'ailleurs, parmi les premiers, il y a Félix Eboué, qui en ce moment-là est gouverneur de France au Tchad. Il n'est pas encore à Brazzaville. C'est justement quand il se rallie au général de Gaulle que, quelque temps après, le général de Gaulle le nomme gouverneur général de l'AEF. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et enfin, troisième élément, c'est aussi la suite de ce que je viens de dire, c'est à partir de Brazzaville, donc, que se construit toute la politique de décolonisation de l'Afrique francophone. Et à partir de ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville, qui se passe à Brazzaville une fois de plus. Donc, Brazzaville, c'est un lieu quand même assez particulier où se décident certaines choses. C'est pourquoi dans le roman, j'y fais apparaître justement ces différents intérêts un peu contradictoires, où on voit des espions, pas seulement français, mais aussi russes, américains et tout, parce que finalement, c'est à Brazzaville que tout le monde se rencontre, que tout se passe et tout se noue et tout se décide, quoi. Donc voilà un peu. Brazzaville est quand même, et d'ailleurs, une autre chose à dire, c'est que bon, le roman, c'est le psychanalyste de Brazzaville, mais en fait, ça ne parle pas que de Brazzaville. Il y a par exemple Kinshasa qui est juste à côté, qui là ne fait pas partie du tout de l'Afrique franco, enfin d'une colonie française, hein, c'est une colonie belge. Mais Brazzaville et Kinshasa, on dit que c'est les capitales les plus rapprochées du monde. Donc il y a des gens de Kinshasa, des Kinois, qui traversent pour venir voir le docteur Kaya, pour venir le consulter. Et d'ailleurs, parmi ces personnes-là, les patients du docteur Kaya, on croise dans le roman
pour ceux qui traversent, on croise Luambo Makiadi, par exemple, qui est le grand musicien, le maître de la rumba, qui traverse de temps en temps pour venir parce qu'il est en conflit avec sa mère. Hein. C'est très classique, ça, chez les psychanalystes, hein, le conflit avec les parents. Souvent, c'est avec le père, hein, dans la psychanalyse, mais hein, dans le roman, en tout cas, Luambo Makiadi est en conflit avec sa mère. Et là également, c'est une histoire réelle. C'est-à-dire que Luambo Makiadi avait composé une chanson qui avait choqué sa mère. Et sa mère n'était pas d'accord. Il a dit, donc moi je me suis servi de ça un peu pour construire, enfin bref. Donc, Franco est patient du docteur Kaya, mais on rencontre aussi dans le livre un autre patient assez important dans l'histoire de l'Afrique. C'est le fameux Belge qui a gardé la dent de Lumumba. L'histoire de la dent de Lumumba, tout le monde la connaît. C'est un Belge. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ici peut aller sur YouTube et écrire Gérard Sott, dent de Lumumba. Vous allez voir ce blanc, un Belge, qui explique tranquillement, c'est-à-dire comme s'il avait tué une chèvre. Et moi, ce truc-là m'avait choqué, m'avait interpellé. Quand il en parle, c'est comme quand on parle de, bon, quand on a tué le poulet derrière la maison. Donc, ce Belge explique comment il a été chargé par ses chefs de faire disparaître le corps de Lumumba. Parce que, bon, la communauté internationale commençait à s'inquiéter. Bon, Lumumba a été envoyé au Kasaï pour qu'il soit emprisonné, mais on n'a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, les commanditaires de ce crime, c'est-à-dire, comment il s'appelait déjà, enfin bref, le nom va revenir, qui était Premier ministre aussi à un moment donné, paniqués et tout ça, ils vont donner l'ordre de faire disparaître le corps. Parce qu'il ne faut pas qu'on sache que c'est eux qui ont fait tuer Lumumba. Donc on donne à ce Belge et à son frère, donc ils sont deux, de faire disparaître, il ne faut pas qu'il y ait des traces. Donc il explique, le Belge, chacun peut regarder dans la vidéo sur YouTube, comment il découpe en morceaux, comme on découpe une viande, le corps de Lumumba et pour le mettre dans de l'acide pour que le corps disparaisse. Et il explique lui-même, le Belge, le Gérard Sott, il explique que, bon, en souvenir, il a gardé une dent de Lumumba. Et il explique également comment, vu qu'il faisait dissoudre le corps dans de l'acide, ça dégageait une odeur tellement machin qu'il a dû se laver 1000 fois, mais l'odeur n'est jamais partie. Chacun peut retrouver cette vidéo sur. Donc, j'ai fait passer ce personnage lugubre pour un patient du docteur Kaya, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est le psychanalyste de Brazzaville, mais finalement, en fait, il reçoit des patients venant d'un peu partout, eu égard justement au rôle particulier de Brazzaville. Donc ça, je pense que c'est important quand même à dire pour bien comprendre le roman. C'est très important. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Dibakana. On a dépassé l'heure, je ne sais pas, alors je vois la main de Drouba. Est-ce que Drouba est là pour une dernière question? Allô? Et il a son micro coupé, hein? Oui, son micro est fermé là. Je l'avais fermé tout à l'heure parce qu'il y avait un peu de bruit chez lui. Sinon, moi, je voulais faire juste une dernière transition avec le dernier cas évoqué par Monsieur Dibakana. Il dit quelle est la place finalement donc de cet ouvrage dans le mouvement panafricain en ce moment? Oui. Alors, c'est vrai que le livre n'a pas été écrit dans ce cadre-là, mais ça vient tout seul finalement, parce que je pense que l'histoire de l'Afrique est tellement, des pays africains est tellement imbriquée les unes avec les autres qu'il est difficile de séparer. On peut passer 3 heures, 20 heures ici en train de nous parler justement de ces liens entre nos pays que les gens ne connaissent pas forcément, qui ont l'air comme ça très simples, mais qui en disent long en fait sur la construction de nos États. Je reprends un exemple très très rapidement. Il y a à Brazzaville une école, et dans le monde, c'est une école très connue, qu'on appelle l'école de peinture de Poto-Poto, qui se trouve toujours, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui, dans l'histoire de la culture africaine, a une place très importante. L'école de peinture de Poto-Poto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc,
Monsieur Senghor, président de la République du Sénégal, arrive à Brazzaville, comme il avait l'habitude, il arrive, et puis il va visiter cette école de culture, donc il s'intéressait à l'art et tout. Et il est étonné, il dit, mais c'est la première fois que je vois une affaire comme ça, école de peinture, mais bon. Il dit, mais il est animé par qui? Bon, c'était un Français qui s'appelait Pierre Lotte, qui était donc le directeur et le créateur de cette école-là. Et M. Senghor lui dit, écoutez, moi, je suis tellement emballé par cette affaire. Non, mais écoutez, vous êtes payé combien ici? Bon, moi, je vous donne plus, venez à Dakar. Et le gars, il s'est retrouvé à Dakar, à créer l'école de peinture de Dakar, qui a fait également des merveilles. Donc, c'est un petit exemple pour dire que finalement, nos histoires, les histoires de l'Afrique sont tellement imbriquées qu'il n'est pas possible de les séparer. Et l'imbrication ne se situe pas forcément à des endroits où on les attend. Je viens de citer là un exemple qui paraît comme ça anodin, mais qui, à mon sens, est très important. Donc, le panafricanisme, effectivement, je pense que le livre joue ce rôle-là. Pourquoi? Première chose, c'est qu'il nous rappelle, justement, nous, en tant qu'Africains, sur comment s'est construit nos États et sur Oh, là, il est parti. Effectivement comment on en est arrivé là, d'où nous sommes, et qu'est-ce qu'on a à faire pour mieux avancer. Parce que le livre, finalement, là, vraiment, on a parlé des quelques points, mais le livre, on voit dans le livre, par exemple, des gars qui viennent se réfugier au Congo ou en Afrique, plus globalement, parce qu'ils ont fui des zones plus hostiles, parce qu'ils ont trouvé un peu plus de paix en Afrique, ils sont venus se réfugier là, ainsi de suite. Donc, en gros, l'Afrique a beaucoup à donner au monde. Et chacun sait le rôle que jouent nos sous-sols dans la marche du monde. Je dis bien la marche du monde, pas la marche de l'Afrique ou du Congo ou de Kinshasa ou du Zaïre, enfin, ou de la RDC ou du Cameroun. Non, la marche du monde. Sans l'Afrique, bah, je pense que le monde ne serait pas ce qu'il est. Donc, c'est pourquoi la prise de conscience est importante. La prise de conscience est importante. Nous avons une place importante dans le monde, nous avons un rôle à jouer et il faut-il que nous en soyons conscients et que nous jouons ce rôle comme il le faut, quoi. Bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dibakana. Je pense que malgré notre retard d'une heure, en 1h10, on Ah a réussi quand même à ouais, ouais, on a pu rattraper. rattraper beaucoup de choses et puis surtout à écouter et puis à essayer de comprendre ce qui se passe dans le livre. En fait, le but de la conférence finalement, c'est de nous amener voilà, à nous plonger dans le livre, à le lire, à le dévorer et puis à le recommander un peu partout. Alors, merci beaucoup. Merci de vous être prêté à cet exercice. Ça nous a fait plaisir. Euh, Au nom du FJA, je voudrais vraiment vous remercier et remercier tous les membres et confrères et amis qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Alors, le mot de fin, je vais le laisser à Madame la Présidente avant que nous ne clôturions cette conférence. Très bien, je te remercie, Jean-Louis. Je vais réitérer nos remerciements à l'ensemble de notre auditoire aujourd'hui, à tous ceux qui ont pris de leur temps pour être là. Je remercie particulièrement The Stabili, qui est un de nos artistes importants sur le continent, dont je vais vous parler dans le forum après, parce qu'il est sur un gros projet et il va falloir le soutenir là-dessus. Et donc, je remercie tous ceux qui sont connectés cet après-midi avec nous. Je ne vois pas forcément tous les noms. Et puis, je vais donc terminer par évidemment notre reconnaissance et notre admiration à notre écrivain qui est dans une démarche effectivement panafricaine, puisque c'est finalement ce socle commun, j'allais dire même cette ipséité qui nous unit autour de notre continent.
Et c'est aussi ce type de valeurs qu'on a envie de transmettre aux nouvelles générations. On a envie que nos enfants découvrent notre histoire et se l'approprient. Et on a envie que, à travers ces histoires qui sont contextualisées, à travers ce qui s'est noué sur notre continent, il faut qu'on on en tire des leçons sur lesquelles on puisse, en tous les cas, bâtir un nouveau monde, une nouvelle vision qu'on inculque à nos enfants pour pas qu'ils ressemblent à leurs ancêtres, qui finalement ont été à une période donnée coupée de cette histoire, comme vous la racontez, comme le Nganga la raconte. Et aussi, c'est aussi tout l'intérêt de donner la parole à nos experts, à nos propres fils, aux fils et filles du continent. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est la démarche absolue du FJA. Et donc, n'hésitez pas à continuer à rester avec nous, chers gens aimés, et à rester avec nous, à rester à nos côtés, j'allais dire. Et puis, voilà, merci infiniment, sinon je vais me perdre dans ce que j'ai envie de dire. L'idée, c'est vraiment celle-là de partager ces moments-là et de transmettre cette mentalité qui nous consolide nos liens entre nous, mais aussi qui apprennent quelque chose de notre histoire à nos enfants. C'est vraiment ça tout l'intérêt. Et donc, merci infiniment à tous d'être restés avec nous. Et finalement, on a respecté le temps, donc c'est génial. Et à très bientôt, chers gens aimés. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on te voit avec nous. Et puis, à très vite pour tous les autres qui sont connectés. Je te repasse la parole, donc, Jean-Louis. Merci, merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Alors, une dernière chose, Monsieur Dibarkana, cette conférence a été enregistrée. Alors, le but, c'est que nous voulons la partager un peu avec le reste de nos membres qui n'ont pas pu être là. Et puis, surtout, ce que nous faisons aussi, c'est que ce type de conférences, nous les enregistrons et puis nous les partageons dans nos différents lycées et collèges en Afrique pour que, justement, comme a dit la présidente, nos enfants, nos filles, nos fils, nos petits frères, nos petites sœurs apprennent de l'Afrique, de la bouche de leurs parents. Alors, si vous ne trouvez pas l'inconvénient, on voulait juste vous le dire avant. Bien sûr. OK. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Je Merci voudrais beaucoup. particulièrement, excusez-moi, saluer le docteur Nyakala Gauthier aussi qui est là, qui est un de nos experts, qui est venu très en avance et qui a pu rester avec nous. Et puis, évidemment, tous les collaborateurs. À très, très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jean-Louis?